Dans une atmosphère lourde, presque irrespirable, tout semblait déjà joué avant même que les événements ne basculent réellement, comme si le destin lui-même avait décidé de refermer le piège sur Raphaël Atlan, sans lui laisser la moindre échappatoire, alors que celui-ci continuait pourtant à croire qu'il contrôlait encore chaque détail de la situation, prisonnier de cette illusion de puissance qui l'avait guidé jusque-là et qui, paradoxalement, allait précipiter sa chute avec une brutalité implacable. Dans un endroit discret, loin des regards, Atlan faisait face à celle qu'il pensait être une alliée, une témoin qu'il croyait pouvoir manipuler comme il l'avait fait avec tant d'autres auparavant, persuadé que la peur serait une fois de plus son arme la plus efficace, son levier habituel pour tordre la réalité à son avantage, comme si les êtres humains n'étaient pour lui que des pièces interchangeables dans un jeu où seule sa volonté comptait réellement. Son regard, froid et calculateur, ne laissait transparaître aucune hésitation, mais derrière cette façade d'assurance, une tension sourde commençait déjà à s'installer, imperceptible mais bien réelle, comme une fissure invisible dans un édifice trop longtemps maintenu debout par la seule force de l'orgueil, et cette fissure allait bientôt s'élargir jusqu'à faire tout s'effondrer. Il lui demanda alors de revenir sur ses déclarations, de modifier son témoignage auprès de la police, d'affirmer qu'elle s'était trompée, que les dates ne correspondaient pas, que tout cela n'était qu'une confusion, une erreur sans conséquence, et dans sa voix se glissait cette menace à peine voilée qui ne laissait en réalité aucune place au choix, car pour lui, il ne s'agissait jamais de convaincre, mais bien de contraindre. Lorsqu'il sortit un couteau, le geste fut d'une lenteur presque étudiée, comme s'il voulait que la peur s'installe progressivement, qu'elle s'infiltre dans chaque fibre de la personne en face de lui, et l'arme brillait faiblement, reflet d'une violence contenue qui ne demandait qu'à exploser si l'on osait lui résister, révélant ainsi la véritable nature de cet homme qui n'avait jamais réellement connu de limites. Il lui fit comprendre, sans hausser la voix, que la désobéissance ne serait pas tolérée, que la moindre tentative de trahison serait immédiatement punie, et dans cet instant suspendu, tout semblait indiquer qu'il allait encore une fois parvenir à imposer sa volonté, que le scénario allait se répéter, identique à ceux qu'il avait déjà orchestrés par le passé avec une froide efficacité. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette scène, qu'il croyait maîtriser, avait été soigneusement construite pour lui, comme un miroir cruel de ses propres méthodes, et que celle qu'il menaçait n'était pas la proie qu'il imaginait, mais bien le cœur d'un dispositif destiné à le faire tomber définitivement. Car cette femme n'était autre que Élise, infiltrée dans ce rôle de témoin fragile, prête à supporter la pression, à encaisser la peur, pour permettre à la vérité d'éclater, et dans ce face-à-face tendu, chaque seconde gagnée était une avancée vers l'effondrement d'Atlan, même s'il lui n'en avait pas encore conscience. C'est alors que tout bascula, presque brutalement, comme si le temps lui-même décidait d'accélérer, lorsque Manu Léoni fit irruption, mettant fin à cette mascarade, transformant instantanément la scène en une arrestation inévitable, et pour la première fois, le regard d'Atlan vacilla, trahissant une surprise qu'il ne parvenait plus à masquer. Ce moment, pourtant bref, contenait toute la violence de la chute, car il comprit immédiatement que le piège s'était refermé sur lui, que chaque geste, chaque parole, chaque menace qu'il venait de proférer constituait désormais une preuve contre lui, et que son propre système de manipulation venait de se retourner contre lui avec une précision presque ironique. L'arrestation fut rapide, sans éclat, mais d'une efficacité implacable, comme si tout avait été réglé à l'avance, et Atlan, malgré ses tentatives de garder contenance, ne pouvait plus nier l'évidence qui s'imposait à lui avec une brutalité glaciale, il avait perdu. Dans un autre lieu, à distance de cette scène décisive, Margot tentait encore de reprendre son souffle, comme si son corps refusait de croire que tout cela touchait enfin à sa fin, après avoir été plongée dans un engrenage de peur et de manipulation dont elle n'avait pas su se libérer seule, prisonnière d'un homme qui avait su exploiter chacune de ses failles avec une précision redoutable. Lorsque Cécile Alphand vint à sa rencontre, le ton changea immédiatement, laissant place à une forme d'apaisement, à une reconnaissance implicite de ce que Margot avait traversé, et dans ces mots, il n'y avait ni jugement ni reproche, mais au contraire une volonté de restaurer une forme de dignité que les agissements d'Atlan avaient profondément ébranlée. Elle lui expliqua que tout était terminé, qu'Atlan ne ferait plus de mal à personne, qu'il serait jugé, condamné, et qu'il passerait de nombreuses années derrière les barreaux, mais au-delà de ces certitudes juridiques, c'est surtout la reconnaissance du statut de victime de Margot qui semblait marquer un tournant, comme si enfin la vérité lui rendait ce qu'on lui avait volé, sa place, sa voix, sa légitimité. Dans ce même temps, ailleurs, d'autres fils de l'intrigue continuaient de se tisser, parfois dans l'ombre, parfois dans une indifférence apparente, mais toujours avec des conséquences qui finiraient par se rejoindre, comme si chaque histoire, même secondaire, participait à une toile plus vaste, plus complexe, où rien n'était réellement anodin.
Ainsi, une conversation anodine en apparence entre Nathalie Jiménez et Lombard laissait entrevoir des transactions douteuses, des échanges qui dépassaient largement le cadre légal, renforçant l'idée que le monde dans lequel évoluaient ces personnages était gangrené par des mécanismes souterrains où chacun tentait de tirer profit de la situation, quitte à franchir des limites de plus en plus floues. Dans un autre registre, l'analyse d'un enregistrement par Florent révélait une anomalie troublante, un montage suspect qui remettait en question la véracité des propos attribués à Nathalie Jiménez, laissant planer le doute sur l'authenticité de certaines accusations, et suggérant que la manipulation ne se limitait pas à Atlan, mais qu'elle était en réalité profondément ancrée dans plusieurs strates de cette affaire. Pendant ce temps, Atlan, désormais confronté à l'évidence, se retrouvait face à une autre forme de pression, bien différente de celle qu'il exerçait habituellement sur les autres, une pression intérieure, presque physique, qui le poussait à parler, à se libérer d'un poids qu'il ne pouvait plus contenir, comme si la chute avait brisé quelque chose en lui, une barrière qu'il croyait infranchissable. Et c'est dans cet état, entre résistance et effondrement, qu'il commença à livrer sa version des faits, une version qui, peu à peu, prenait la forme d'un aveu, d'un récit où la violence se mêlait à une justification fragile, révélant un homme incapable d'assumer pleinement ses actes, mais incapable aussi de continuer à les nier. Il expliqua que Isor avait voulu mettre fin à leur relation, que cette décision avait été pour lui une trahison insupportable, non pas tant parce qu'il l'aimait réellement, mais parce qu'il refusait de perdre le contrôle, de voir lui échapper ce qu'il considérait comme lui appartenant, et dans cette logique déformée, la rupture devenait une offense, un affront à réparer. Il décrivit alors ce moment où tout avait basculé, où la discussion avait dégénéré, où la frontière entre intention et acte s'était effacée, et même s'il tentait encore de minimiser, de présenter son geste comme une perte de contrôle, ses paroles trahissaient une réalité plus sombre, celle d'une violence latente, prête à surgir à la moindre contrariété. Il affirma qu'il ne voulait pas lui faire de mal, qu'il voulait simplement la ramener à la raison, mais cette phrase, répétée presque mécaniquement, résonnait comme une tentative désespérée de se convaincre lui-même, tant elle entrait en contradiction avec l'issue tragique qu'il venait de reconnaître. Puis vint le moment où il évoqua ce qu'il avait fait après, ce geste froid, calculé, qui ne laissait plus aucune place à l'excuse, lorsqu'il expliqua avoir transporté le corps d'Isor, l'avoir placé dans sa voiture, avant de le jeter dans l'eau, comme si cet acte pouvait effacer la réalité, comme si faire disparaître le corps suffisait à effacer le crime. Dans ce récit, chaque détail renforçait l'image d'un homme qui, derrière ses justifications, révélait surtout son incapacité à accepter la moindre contradiction, et plus il parlait, plus il se condamnait lui-même, sans même s'en rendre compte, comme pris dans un engrenage dont il ne maîtrisait plus rien. À cet instant précis, il n'était plus le manipulateur sûr de lui du début, mais un homme acculé, confronté à la vérité nue, dépouillé de ses artifices, et cette transformation, aussi brutale qu'inévitable, marquait un point de bascule irréversible dans cette affaire, dont les répercussions allaient bien au-delà de sa seule personne. À ce moment-là, le basculement déjà amorcé dans l'esprit de Raphaël Atlan prenait une ampleur encore plus irréversible, comme si chaque mot qu'il prononçait venait sceller un peu plus son propre sort, sans qu'il ne puisse réellement reprendre le contrôle de ce récit qui lui échappait désormais complètement, et face à lui, les regards ne cherchaient plus à comprendre mais à confirmer, à assembler les pièces d'un puzzle dont l'image finale apparaissait enfin dans toute sa brutalité. Dans la salle d'interrogatoire, l'atmosphère restait dense, presque figée, comme si même l'air refusait de circuler librement, écrasé par le poids des révélations qui continuaient de tomber, une à une, avec une précision glaçante, et Manu Léoni, observant Atlan, ne laissait rien transparaître, adoptant cette posture maîtrisée qui caractérisait les moments où la vérité se construisait sous ses yeux, non pas à travers la contrainte, mais à travers l'effondrement intérieur de celui qui parlait. Atlan, lui, oscillait entre deux états contradictoires, comme partagé entre le besoin de justifier ses actes et l'impossibilité croissante de leur trouver une légitimité, et dans ce déséquilibre, ses mots devenaient de plus en plus révélateurs, non pas seulement des faits, mais de la mécanique mentale qui l'avait conduit à franchir cette limite irréversible. Il évoqua alors les préparatifs, ces gestes en apparence anodins qui, replacés dans leur contexte, prenaient une dimension profondément inquiétante, notamment le fait d'avoir laissé volontairement son téléphone chez lui, comme pour effacer toute trace de sa présence, comme pour construire une absence artificielle qui, pensait-il, le protégerait de toute suspicion, révélant ainsi que l'acte n'avait rien d'un simple débordement émotionnel, mais qu'il s'inscrivait dans une logique anticipée, presque planifiée. Cette révélation, à elle seule, suffisait à transformer la nature de l'accusation, car elle introduisait la notion de préméditation, cette frontière juridique et morale qui distingue l'erreur de l'intention,
et dans le regard de ceux qui l'écoutaient, une certitude s'installait, Atlan ne pourrait plus échapper à la qualification la plus grave. Face à cette accumulation de preuves et d'aveux, la procédure suivait désormais son cours avec une rigueur implacable, et l'évocation de sa comparution prochaine devant Cécile Alphand ajoutait une dimension presque solennelle à la situation, comme si l'affaire quittait le domaine du chaos pour entrer dans celui du jugement, où chaque élément serait pesé, analysé, confronté à la loi. Dans ce même temps, ailleurs, la nouvelle de ses aveux commençait à circuler, d'abord de manière prudente, presque hésitante, avant de se répandre avec une rapidité inévitable, comme une onde de choc qui traversait les différents cercles liés de près ou de loin à cette affaire, et parmi eux, Marc jouait un rôle central dans cette transmission de l'information, conscient de l'impact que cela allait avoir sur ceux qui avaient été directement touchés. Lorsqu'il annonça à Paloma que Jérémy allait être libéré, et qu'Atlan avait tout avoué, la réaction ne fut pas immédiate, comme si l'esprit avait besoin de temps pour assimiler ce qui, jusque-là, semblait presque impossible, et dans ce silence suspendu, se mêlait à la fois le soulagement et une forme de vertige, celui de voir la réalité enfin basculer après tant d'incertitudes. Car pour Jérémy, ses aveux représentaient bien plus qu'un simple retournement de situation, ils constituaient une forme de réhabilitation, la fin d'un cauchemar dans lequel il avait été enfermé malgré lui, et même si la justice allait devoir suivre son cours, l'essentiel était déjà là. La vérité venait de refaire surface, mettant fin à une injustice qui aurait pu détruire sa vie. Pendant ce temps, dans un registre complètement différent mais tout aussi révélateur des tensions sous-jacentes, une scène se jouait dans les transports, presque anodine en apparence, mais porteuse de conséquences inattendues, lorsque Clara, observant discrètement Ève et Sabine, décida de passer à l'action. Le geste fut rapide, presque instinctif, comme si une impulsion longtemps contenue trouvait enfin son exutoire, et en subtilisant le sac de Sabine, Clara franchissait une limite qui, pour elle, semblait peut-être anodine, mais qui révélait en réalité une faille plus profonde, une manière de contourner les règles pour obtenir ce qu'elle désirait sans affronter directement les conséquences. Dans ce sac, les énoncés d'un devoir à venir représentaient une opportunité, une tentation difficile à ignorer, et même si l'acte pouvait sembler mineur face aux événements dramatiques qui se déroulaient ailleurs, il participait néanmoins à cette dynamique globale où chacun, à son niveau, faisait des choix qui redéfinissaient peu à peu son propre rapport à la vérité et à la responsabilité. Dans un autre espace, à l'écart de ces événements visibles, Ève poursuivait quant à elle une trajectoire plus silencieuse, presque clandestine, comme si elle évoluait dans une dimension parallèle où les enjeux se dessinaient différemment, et la location d'un box, accompagnée de l'installation d'une imprimante 3D, laissait entrevoir une préparation minutieuse, une stratégie en gestation dont les contours restaient encore flous, mais dont l'existence même suggérait une intention déterminée. Ce choix, loin d'être anodin, traduisait une volonté de contrôler certains paramètres, de créer, de produire, peut-être même de manipuler à son tour, et dans cette démarche, Ève semblait s'inscrire dans une logique qui, sans être encore clairement définie, faisait écho au thème plus large de l'intrigue, pouvoir, contrôle, anticipation. Parallèlement, une autre scène, plus intime, plus chargée émotionnellement, se déroulait entre Claudine et Clément Baker, comme une parenthèse dans le tumulte général, mais une parenthèse essentielle pour comprendre les dynamiques humaines qui sous-tendaient cette histoire. Lorsque Claudine entra dans le bureau de Baker, ce n'était pas seulement pour évoquer les événements récents, mais pour affronter un passé qu'aucun des deux n'avait réellement laissé derrière lui, et dans leurs échanges, chaque mot semblait porter le poids d'années de non-dits, de regrets, de blessures jamais totalement refermées. Elle lui rappela ce qu'ils avaient été, cette équipe qu'ils formaient autrefois, cette complicité qui dépassait le cadre professionnel, et dans cette évocation, une fragilité apparaissait, comme si derrière la femme forte se cachait encore celle qui avait été profondément marquée par les choix et les paroles de Baker. Lui, de son côté, ne chercha pas à se défendre, adoptant au contraire une posture de reconnaissance, admettant ses erreurs passées, cette dureté dont il avait fait preuve, ces mots blessants qu'il avait prononcés, et qui avaient laissé des traces bien plus profondes qu'il ne l'avait probablement imaginé à l'époque. Lorsque Claudine évoqua cette phrase, celle où il lui avait dit qu'elle le dégoûtait, l'émotion devint presque palpable, comme si ce souvenir, pourtant ancien, continuait de vibrer avec une intensité intacte, et les larmes qui suivirent n'étaient pas seulement celles d'une douleur passée, mais aussi celles d'un attachement qui n'avait jamais totalement disparu. Dans un geste à la fois simple et chargé de sens, elle l'embrassa, comme pour refermer une blessure, ou peut-être pour en rouvrir une autre, plus complexe, plus difficile à nommer, et en quittant le bureau avec ce « bonne soirée » prononcé presque doucement, elle laissait derrière elle une situation suspendue, indéfinie, qui ne demandait qu'à évoluer.
Ainsi, pendant que certains voyaient leur destin basculer de manière brutale et irréversible, d'autres continuaient d'avancer dans des zones plus grises, où les sentiments, les choix et les conséquences s'entremêlaient sans jamais offrir de réponse claire, et dans cet équilibre fragile, l'histoire poursuivait sa progression, tissant patiemment les fils qui allaient, tôt ou tard, se rejoindre. Dans le même temps, alors que les conséquences des aveux de Raphaël Atlan continuaient de se propager comme une onde lente mais irréversible, c'est une autre dimension de l'affaire qui prenait forme, plus froide, plus structurée, presque mécanique, celle où la justice, débarrassée de l'émotion immédiate, commençait à organiser la suite avec une rigueur qui ne laissait aucune place à l'improvisation. Atlan, désormais isolé de toute illusion de contrôle, se retrouvait confronté à cette réalité qu'il avait longtemps évitée, celle d'un système qui ne se plie pas à la volonté individuelle, et dans cet environnement où chaque mot est pesé, chaque geste observé, il n'était plus le stratège mais l'objet même de l'analyse, celui dont il fallait comprendre les actes pour mieux les juger. Son transfert imminent devant Cécile Alphand représentait bien plus qu'une simple formalité judiciaire, car il s'agissait du moment où l'ensemble de ses décisions, de ses manipulations et de ses violences allait être recontextualisé dans un cadre légal précis, où la notion de préméditation, déjà évoquée, allait devenir centrale, presque écrasante dans l'évaluation de sa responsabilité. Dans cette perspective, le détail du téléphone laissé à domicile continuait de résonner comme un élément clé, non pas parce qu'il était spectaculaire, mais parce qu'il traduisait une intention, une volonté de dissimulation qui ne pouvait plus être interprétée autrement que comme la preuve d'une anticipation consciente, et ce simple geste, en apparence insignifiant, devenait ainsi le pivot d'une accusation beaucoup plus grave. Pendant ce temps, dans un espace bien différent mais tout aussi révélateur des tensions humaines, Clara, seule avec le contenu du sac qu'elle venait de dérober, se trouvait confrontée à une réalité qu'elle n'avait peut-être pas pleinement anticipée, comme si l'acte impulsif qu'elle avait commis prenait soudain une dimension plus lourde, plus engageante qu'elle ne l'avait imaginé. En observant les énoncés du devoir qu'elle venait de récupérer, elle ressentait cette forme d'excitation mêlée d'inquiétude propre aux situations où l'on franchit une limite, où l'on s'éloigne de ce qui est autorisé pour entrer dans un territoire plus incertain, et dans cet instant suspendu, la question n'était plus seulement de savoir ce qu'elle avait fait, mais ce qu'elle allait en faire. Car derrière ce geste, se dessinait une logique plus profonde, celle d'un rapport au mérite, à la réussite, à la pression, où la tentation de contourner les règles pouvait apparaître comme une solution, même temporaire, à des exigences perçues comme trop lourdes, et dans ce choix, Clara révélait une fragilité qui, bien que différente de celle des autres personnages, n'en était pas moins significative. À l'autre extrémité de cette toile narrative, Ève poursuivait quant à elle une trajectoire nettement plus réfléchie, presque méthodique, où chaque action semblait répondre à une intention précise, encore dissimulée mais de plus en plus perceptible à travers les indices qu'elle laissait derrière elle. Le box qu'elle avait loué n'était pas un simple espace de stockage, mais un lieu de préparation, un espace où elle pouvait agir à l'abri des regards, loin des contraintes sociales et des attentes extérieures, et l'installation de cette imprimante 3D ajoutait une dimension supplémentaire à son projet, suggérant non seulement une volonté de créer, mais aussi de contrôler les conditions mêmes de cette création. Dans ce lieu fermé, presque clandestin, Ève apparaissait différente, détachée du reste du monde, comme si elle construisait patiemment quelque chose qui, tôt ou tard, viendrait s'inscrire dans la réalité de manière brutale, et cette dualité entre apparence et intention renforçait le mystère qui entourait ses actions. Pendant ce temps, les répercussions de l'affaire Atlan continuaient de se faire sentir dans les relations humaines les plus intimes, notamment à travers l'évolution de la situation entre Claudine et Clément Baker, dont la rencontre récente avait laissé des traces bien plus profondes qu'il n'y paraissait. Dans le silence qui suivait leur échange, chacun semblait replongé dans ses propres souvenirs, confronté à cette réalité inconfortable où le passé ne disparaît jamais complètement, mais reste présent, latent, prêt à ressurgir à la moindre occasion, et dans ce contexte, le baiser échangé ne pouvait être réduit à un simple geste, car il portait en lui toute la complexité de leur histoire commune. Claudine, en quittant le bureau, ne se contentait pas de refermer une porte physique, elle tentait aussi de redéfinir sa propre position face à cet homme qui avait marqué sa vie, oscillant entre le besoin de tourner la page et celui, plus profond, de comprendre ce qui n'avait jamais réellement été résolu. Baker, de son côté, restait seul, confronté à ses propres regrets, à cette prise de conscience tardive de l'impact de ses paroles et de ses choix, et dans ce moment de solitude, il apparaissait moins comme une figure d'autorité que comme un homme rattrapé par ses erreurs, incapable de les effacer, mais peut-être prêt à en assumer les conséquences. Par ailleurs, la situation de Jérémy continuait d'évoluer, et même si sa libération semblait désormais acquise, elle ne signifiait pas pour autant un retour immédiat à la normalité,
car l'expérience qu'il venait de traverser laissait nécessairement des traces, des cicatrices invisibles mais bien réelles, qui allaient influencer sa manière de percevoir le monde et les autres. Pour ceux qui l'entouraient, cette libération représentait un soulagement évident, mais aussi une transition délicate, car il fallait désormais réapprendre à vivre avec une vérité qui, si elle le disculpait, révélait en même temps l'ampleur de la manipulation dont il avait été victime, et dans ce processus, le soutien des proches devenait essentiel, non pas pour effacer le passé, mais pour construire un avenir possible. Dans ce contexte global, chaque personnage semblait avancer sur une ligne fragile, oscillant entre reconstruction et incertitude, comme si la chute d'Atlan, loin de clore l'histoire, ouvrait au contraire une série de nouvelles interrogations, de nouvelles dynamiques qui allaient redéfinir les équilibres existants. Ainsi, tandis que certains tentaient de se reconstruire après avoir frôlé la destruction, d'autres continuaient de s'enfoncer dans des zones d'ombre, guidés par des motivations encore floues, mais dont les conséquences promettaient d'être tout aussi déterminantes que celles déjà observées. Et dans cette progression lente mais inexorable, l'histoire poursuivait son mouvement, tissant patiemment les fils de ce qui n'était encore qu'un enchevêtrement de situations, mais qui, bientôt, allait révéler toute sa cohérence, toute sa complexité, dans une suite d'événements où chaque détail, même le plus discret, finirait par trouver sa place. Pendant ce temps, alors que les certitudes commençaient à se reconstruire lentement autour de la chute de Raphaël Atlan, une autre forme de tension s'installait, plus diffuse mais tout aussi déterminante, comme si la disparition de la menace principale ne suffisait pas à effacer les traces profondes qu'elle avait laissées derrière elle, et que chacun, à sa manière, devait désormais affronter les conséquences invisibles de ce qui venait de se produire. Dans les couloirs de la justice, le dossier Atlan prenait une ampleur nouvelle, débarrassé des incertitudes qui l'avaient longtemps entouré, mais chargé désormais d'une densité presque écrasante, tant les éléments accumulés dessinaient un portrait sans équivoque, celui d'un homme qui avait franchi toutes les limites, convaincu jusqu'au bout de sa propre légitimité, et dont les aveux ne faisaient que confirmer ce que beaucoup redoutaient déjà. Le passage devant Cécile Alphand se préparait dans cette logique implacable, où chaque détail devait être vérifié, chaque parole replacée dans son contexte, comme si la vérité, bien qu'énoncée, devait encore être structurée pour devenir incontestable, et dans cette mécanique précise, aucun espace n'était laissé au doute ou à l'interprétation approximative. Mais au-delà de cette rigueur institutionnelle, c'est surtout la manière dont cette affaire continuait de résonner dans les trajectoires individuelles qui révélait sa véritable portée, car la chute d'un homme ne signifiait pas nécessairement la fin des déséquilibres qu'il avait provoqués, bien au contraire, elle en exposait souvent toute l'étendue. Ainsi, Margot, bien que désormais reconnue comme victime, ne parvenait pas encore à se détacher complètement de l'emprise psychologique qu'Atlan avait exercée sur elle, comme si une partie de cette domination persistait en elle, sous forme de doute, de culpabilité diffuse, ou même d'une difficulté à se réapproprier pleinement sa propre parole. Chaque geste du quotidien semblait désormais chargé d'une signification nouvelle, comme si elle devait réapprendre à exister en dehors de ce regard qui l'avait enfermée, et dans ce processus, la reconnaissance officielle de son statut de victime apparaissait à la fois comme une libération et comme une étape délicate, nécessitant un temps d'adaptation que personne ne pouvait réellement accélérer. Dans un autre registre, la situation entre Claudine et Clément Baker continuait de se complexifier, non pas à travers des événements spectaculaires, mais à travers ses silences, ses regards, ses souvenirs qui refaisaient surface sans prévenir, comme si leur relation refusait de se laisser enfermer dans une définition simple. Le baiser échangé précédemment ne pouvait être ignoré, ni minimisé, car il avait ravivé quelque chose de profondément enfoui, une forme de lien qui, malgré les années et les blessures, n'avait jamais totalement disparu, et cette résurgence posait désormais une question implicite. Que faire de ce passé qui refuse de rester à sa place? Baker, fidèle à son caractère, tentait de rationaliser, de replacer cet instant dans une logique de contexte, d'émotions passagères, mais au fond de lui, une certitude commençait à émerger, celle que certains choix ne peuvent être effacés, et que les conséquences de ces choix continuent de se manifester, parfois longtemps après leur accomplissement. Claudine, de son côté, oscillait entre regret et lucidité, consciente que ce moment de faiblesse, ou peut-être de vérité, ne pouvait être sans conséquences, et dans cette tension intérieure, elle semblait chercher un équilibre, une manière de ne pas se perdre à nouveau dans une relation qui, par le passé, l'avait profondément marquée. Dans un espace complètement différent, mais tout aussi révélateur des dynamiques en cours, Eve poursuivait son projet avec une détermination silencieuse, comme si elle évoluait en marge des événements visibles, construisant patiemment une stratégie dont les contours restaient encore opaques pour les autres. Le box qu'elle avait loué devenait peu à peu un lieu central dans cette démarche, un espace où elle pouvait agir sans contrainte, où chaque objet,
chaque installation répondait à une logique précise, et l'imprimante 3D, en particulier, semblait incarner cette volonté de maîtriser la création, de produire quelque chose de tangible à partir d'une intention encore dissimulée. Dans cet environnement, Eve apparaissait presque transformée, comme si elle révélait une facette d'elle-même que peu de gens soupçonnaient, une capacité à planifier, à anticiper, à agir dans l'ombre, et cette évolution, bien que discrète, laissait entrevoir des développements futurs potentiellement décisifs. Pendant ce temps, la situation de Clara continuait d'évoluer dans une direction incertaine, marquée par le poids de l'acte qu'elle avait commis, et si, dans un premier temps, le vol du sac de Sabine pouvait sembler anodin, il prenait désormais une dimension plus complexe, à mesure que les implications de ce geste devenaient plus claires. Se retrouver en possession des énoncés d'un devoir représentait une tentation évidente, mais aussi une responsabilité, une ligne à ne pas franchir si elle souhaitait rester fidèle à une certaine idée de l'intégrité, et dans cette hésitation, Clara se retrouvait face à elle-même, confrontée à ce choix fondamental entre facilité et honnêteté. Ce moment, bien que discret, s'inscrivait pleinement dans la thématique globale de l'épisode, où chacun, à son niveau, devait faire face à ses propres limites, à ses propres contradictions, et décider, parfois dans la solitude, du chemin qu'il souhaitait emprunter. Par ailleurs, la libération imminente de Jérémie continuait de susciter des réactions mêlées, entre soulagement et appréhension, car si la vérité avait enfin été reconnue, elle ne suffisait pas à effacer les blessures accumulées, ni à garantir un retour immédiat à une vie normale. Pour lui, comme pour ceux qui l'entouraient, cette nouvelle étape représentait autant une fin qu'un commencement, une transition délicate où il faudrait reconstruire, réapprendre, redéfinir les repères, et dans ce processus, le soutien des proches, mais aussi le temps, allait jouer un rôle essentiel. Ainsi, dans cette phase de transition, où les grandes lignes de l'affaire semblaient se stabiliser, une multitude de dynamiques plus subtiles continuaient de se développer, chacune portant en elle des enjeux spécifiques, des tensions particulières, et contribuant à enrichir un récit qui, loin de se simplifier, gagnait en profondeur et en complexité. Et tandis que certains tentaient de refermer les blessures du passé, d'autres continuaient de tracer leur chemin dans l'ombre, préparant peut-être les événements à venir, dans un équilibre fragile où rien n'était encore totalement résolu, et où chaque décision, même la plus discrète, pouvait avoir des répercussions inattendues. À mesure que la journée avançait, une impression étrange s'installait, comme si tout le monde se trouvait suspendu entre deux états, entre la fin d'un cauchemar et le début d'une reconstruction encore incertaine, et dans cette zone intermédiaire, chaque personnage avançait avec prudence, conscient que l'équilibre restait fragile malgré la chute de Raphaël Atlan. Dans les services judiciaires, l'affaire continuait de suivre son cours avec une précision presque clinique, et si les aveux d'Atlan avaient permis de clarifier l'essentiel, ils n'avaient pas pour autant allégé la charge émotionnelle qui pesait sur ceux qui avaient été directement ou indirectement impliqués, car la vérité, une fois révélée, impose souvent une autre forme de confrontation, plus intérieure, plus difficile à maîtriser. Ainsi, Margot se retrouvait face à un paradoxe délicat, celui d'être enfin reconnue comme victime tout en ayant du mal à se percevoir elle-même sous cet angle, comme si l'emprise qu'Atlan avait exercée sur elle continuait de laisser des traces invisibles, des réflexes de doute, des interrogations sur ses propres choix, sur les moments où elle n'avait pas su voir, pas su agir autrement. Elle repensait à chaque détail, à chaque parole échangée avec lui, cherchant à comprendre à quel moment tout avait basculé, à quel instant précis elle avait cessé d'être libre, sans même s'en rendre compte, et cette introspection, bien qu'inévitable, la confrontait à une douleur profonde, celle de se savoir manipulée sans avoir pu s'en défendre. Dans ce processus, les mots de Cécile Alphand résonnaient encore en elle, comme un point d'ancrage fragile mais nécessaire, une tentative de lui rappeler qu'elle n'était pas responsable de ce qui lui était arrivé, que la culpabilité qu'elle ressentait n'avait pas lieu d'être, même si son esprit, encore marqué par l'influence d'Atlan, peinait à accepter pleinement cette idée. Pendant ce temps, ailleurs, la dynamique entre Claudine et Clément Baker continuait de se transformer, non pas à travers de grandes déclarations, mais à travers ces instants suspendus où le passé refait surface de manière inattendue, obligeant chacun à se repositionner face à ce qu'il ressent réellement. Baker, confronté à la sincérité de Claudine, ne pouvait plus se réfugier derrière ses certitudes habituelles, car ce qu'il avait vu dans ses yeux, ce mélange de douleur et d'attachement, ne pouvait être ignoré, et dans ce constat, une forme de remise en question s'installait, lente mais irréversible. Claudine, quant à elle, avançait avec une lucidité nouvelle, consciente que ce lien qui persistait entre eux ne pouvait être ni nié ni repris à l'identique, et dans cette tension, elle semblait chercher une voie intermédiaire, une manière d'exister en dehors de cette relation tout en reconnaissant ce qu'elle avait été et ce qu'elle représentait encore.
Dans un autre espace, plus discret mais tout aussi chargé d'intention, Eve poursuivait son projet avec une concentration presque froide, comme si elle avait décidé de se détacher du tumulte ambiant pour se consacrer entièrement à ce qu'elle préparait, et dans ce box qu'elle avait loué, chaque élément semblait répondre à une logique précise, à une stratégie qui ne laissait rien au hasard. L'imprimante 3D, désormais installée et prête à fonctionner, devenait le symbole de cette démarche, un outil qui lui permettait de matérialiser ses idées, de donner forme à ce qui, jusque-là, restait abstrait, et dans ce processus, Eve apparaissait comme quelqu'un qui ne subit plus les événements, mais qui cherche au contraire à reprendre le contrôle, à agir selon ses propres règles. Cette évolution, bien que silencieuse, n'était pas sans rappeler les mécanismes à l'œuvre chez d'autres personnages, comme si, à différents niveaux, chacun cherchait à trouver sa place dans un monde où les repères traditionnels semblaient de plus en plus instables. Dans le même temps, Clara se retrouvait face à une décision qu'elle ne pouvait plus repousser, car garder les énoncés du devoir impliquait nécessairement de faire un choix, soit celui de les utiliser pour obtenir un avantage, soit celui de renoncer à cette facilité au risque de se retrouver en difficulté. Ce dilemme, en apparence simple, prenait en réalité une dimension beaucoup plus profonde, car il touchait à la manière dont elle se définissait elle-même, à l'image qu'elle souhaitait renvoyer, non seulement aux autres, mais aussi à elle-même, et dans cette réflexion, une forme de maturité commençait à émerger, comme si cet acte, aussi discutable soit-il, devenait un point de bascule dans son parcours. Pendant ce temps, la perspective de la libération de Jérémie continuait de se préciser, apportant avec elle une forme de soulagement collectif, mais aussi une série de questions sur la manière dont il allait pouvoir reconstruire sa vie après une telle épreuve, car être innocenté ne signifie pas nécessairement être indemne. Les regards qui se tournaient vers lui n'étaient plus les mêmes, chargés désormais d'une compassion mêlée de respect, mais aussi d'une certaine prudence, comme si chacun cherchait à comprendre comment se comporter face à quelqu'un qui avait traversé une expérience aussi extrême. Dans ce contexte, son retour à la liberté apparaissait comme une étape essentielle, mais aussi comme le début d'un chemin plus long, celui de la reconstruction, de la réappropriation de soi, et dans ce processus, le soutien de ceux qui lui étaient proches allait jouer un rôle déterminant. Ainsi, tandis que les grandes lignes de l'affaire Atlan semblaient désormais fixées, une multitude de trajectoires individuelles continuaient de se redéfinir, chacune avec ses propres enjeux, ses propres tensions, contribuant à créer un ensemble où chaque détail, chaque choix, participait à l'évolution globale de l'histoire. Et dans cette complexité croissante, une certitude commençait à s'imposer. Si la vérité avait enfin été révélée, elle n'était que le point de départ d'une nouvelle phase, où les conséquences, souvent plus discrètes mais tout aussi profondes, allaient continuer de se déployer, redéfinissant peu à peu les équilibres et les relations entre les personnages. À la tombée du jour, une forme de calme trompeur semblait s'installer, comme si la ville elle-même cherchait à reprendre son souffle après la tempête provoquée par la chute de Raphaël Atlan, et pourtant, sous cette apparente accalmie, les esprits restaient agités, incapables d'oublier ce qui venait de se produire, comme si chaque personnage portait encore en lui l'écho des événements récents. Dans sa cellule, Atlan se retrouvait pour la première fois véritablement seul, privé de ce regard extérieur qu'il manipulait habituellement, confronté à un silence qu'il ne pouvait plus contrôler, et dans cet isolement, la réalité prenait une dimension presque oppressante, comme si l'absence de distraction révélait enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait. Ces aveux, prononcés quelques heures plus tôt, résonnaient encore dans son esprit, mais dépouillés de toute stratégie, de toute tentative de justification, ils apparaissaient désormais pour ce qu'ils étaient réellement. Des faits irréversibles, des actes qui allaient désormais définir son existence pour de longues années, sans possibilité de retour en arrière. Dans un autre lieu, bien différent mais tout aussi chargé d'émotions, Margot tentait de reconstruire un équilibre fragile, comme si chaque respiration était encore marquée par l'ombre d'Atlan, et malgré les paroles rassurantes de Cécile Alphand, malgré la certitude que tout était terminé, une part d'elle restait encore prisonnière de ce qu'elle avait vécu. Elle repensait à ces moments où elle avait douté d'elle-même, où elle avait laissé la peur guider ses décisions, et même si la raison lui disait qu'elle n'était pas responsable, une émotion plus profonde, plus instinctive, continuait de lui murmurer le contraire, comme si la culpabilité s'était ancrée en elle de manière insidieuse. Dans cette lutte intérieure, la reconstruction ne pouvait être immédiate, elle demandait du temps, de la patience, mais aussi une acceptation progressive de ce qu'elle avait traversé, non pas pour l'oublier, mais pour ne plus en être définie, et dans ce cheminement, chaque petit pas devenait une victoire silencieuse. Pendant ce temps, Clément Baker restait pensif, comme absorbé par les événements récents mais aussi par ce qu'ils avaient réveillé en lui, notamment à travers sa confrontation avec Claudine, dont la présence continuait de résonner dans ses pensées. Leur échange, chargé d'émotions,
avait fissuré quelque chose en lui, une certitude, une rigidité qu'il pensait immuable, et dans ce doute nouveau, une question persistait. Pouvait-on réellement tourner la page sur une histoire qui n'avait jamais été pleinement comprise? Claudine, de son côté, avançait avec une forme de détermination mélancolique, consciente que ce qu'elle ressentait ne pouvait être ignoré, mais également lucide sur le fait que revenir en arrière n'était pas une solution, et dans cette tension entre passé et présent, elle semblait chercher un chemin qui lui permettrait de rester fidèle à elle-même sans se perdre à nouveau. Dans un registre plus discret mais potentiellement déterminant, Eve continuait de travailler dans l'ombre, son projet prenant peu à peu forme dans ce box devenu son refuge, et l'imprimante 3D, désormais pleinement opérationnelle, symbolisait cette volonté de construire quelque chose de concret, de maîtrisé, à l'opposé du chaos qu'elle semblait vouloir éviter. Ce qu'elle préparait restait encore flou, mais son attitude, sa concentration, laissait entrevoir une détermination sans faille, comme si elle avançait vers un objectif précis, prête à en assumer les conséquences, quelles qu'elles soient. Parallèlement, Clara, toujours en possession des énoncés du devoir, se trouvait face à un moment décisif, celui où elle devait choisir ce qu'elle allait faire de cet avantage illégitime, et dans cette hésitation, une prise de conscience s'opérait lentement, celle que certaines victoires, obtenues trop facilement, peuvent coûter bien plus cher que l'échec. Ce dilemme, en apparence simple, révélait en réalité une évolution plus profonde, une capacité à questionner ses propres actes, à envisager leurs conséquences au-delà du bénéfice immédiat, et dans cette réflexion, Clara franchissait peut-être un seuil important dans son parcours personnel. Quant à Jérémy, la perspective de sa libération marquait la fin d'une épreuve mais aussi le début d'un autre combat, celui de la reconstruction, de la réappropriation de sa propre histoire, après avoir été injustement accusé, et même si la vérité avait été rétablie, les cicatrices, elles, mettraient du temps à s'effacer. Autour de lui, les regards changeaient, les attitudes évoluaient, mais il lui faudrait apprendre à vivre avec cette expérience, à en faire une force plutôt qu'un poids, et dans ce processus, le soutien de ses proches, mais aussi sa propre résilience, allait être déterminant. Ainsi, alors que la nuit enveloppait peu à peu les lieux, chaque personnage semblait engagé dans une trajectoire propre, mais relié aux autres par ce fil invisible des événements récents, comme si la chute d'Atlan, loin de clore l'histoire, avait ouvert une série de nouveaux chemins, chacun porteur de défis, de choix, et de conséquences encore à venir. Et dans ce silence retrouvé, une certitude s'imposait peu à peu. La vérité avait éclaté, mais elle n'était que le début, car ce sont les répercussions, les décisions futures, les luttes intérieures qui allaient désormais écrire la suite, dans un monde où rien n'est jamais totalement terminé, mais toujours en mouvement.